En fait, c'est bizarre parce qu'on a 9 mois à se préparer, mais on n'est pas du tout prêt. Quand le truc arrive, on est quand même sur le cul, quoi. Enfin, c'est waouh, une tornade en pleine tronche et on s'y attend pas. Et on a beau nous en parler, nous préparer. Déjà, on s'attend. Enfin, moi, je me suis vraiment pris une vague d'amour dans la figure. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas forcément immédiat, mais moi, c'était vraiment immédiat. Donc, ça m'a choquée. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Devenir mère, c'est traverser un monde nouveau, imprévu, joyeux, chaotique. Et Jessica Fauveau l'a dessiné dans toute sa vérité, avec tendresse et beaucoup d'autodérision. Jessica est illustratrice, autrice et créatrice des comptes Instagram La Trentaine TMTC et La Daronie TMTC. Depuis qu'elle est devenue maman, elle croque la maternité dans ce qu'elle a de plus brut, tendre, absurde, exténuant. Son dernier album, Bienvenue en Daronie, qui est paru chez Albin Michel, est un guide de survie joyeux pour les mères qui galèrent, qui rient, qui pleurent parfois à 3h du matin et qui se demandent si c'est normal de se sentir paumée. Spoiler, oui. Dans cet épisode, Jessica revient sur la naissance de ses 2 enfants, ce que ça a changé en elle, ce que ça a bousculé. On va parler de fatigue, de charge mentale, de corps qui tremble et de joie immense. Et de comment, avec un crayon à la main, elle a trouvé une manière d'en rire et de nous faire du bien à toutes. C'est un épisode sur la bascule intime de la maternité, raconté par une illustratrice qui fait du vrai avec du drôle. C'est parti. Bonjour Jessica. Coucou Marine. Merci de me recevoir. Merci d'être là alors que, officiellement, tu es encore en postpartum puisque tu as un bébé de 9 mois, c'est ça? Ouais, mais je crois que ça dure 3 ans, c'est ça le postpartum? Exactement. Si je fais rien pendant 3 ans... C'est au tout début. Ouais, on se donne rendez-vous en 2029 du coup. Exactement. Alors moi, je t'ai découverte avec le compte La Daronie TMTC. C'est quoi TMTC? Toi-même tu sais. Toi-même tu sais, voilà. Ouais. Je suis pas assez du tout instagrammeuse pour comprendre ce genre d'abréviation. Donc ton compte La Daronie TMTC est devenu une bouée de sauvetage pour beaucoup de jeunes mères. Tu t'en souviens, toi, de ce premier jour où tu as été maman, où tu es rentrée en Daronie et de ce que tu as ressenti? Oui, bah évidemment, je pense qu'on s'en rappelle toute notre vie, non? Enfin, je sais pas, c'est pas toujours le même jour pour tout le monde. Ça fait direct remonter des émotions, c'est incroyable. Tu dis le mot premier jour, ouais, ok, super, tu le mets direct dedans. Ma fille, elle a 2 ans et demi quasi, donc ça fait 2 ans et demi. C'était un jour de septembre où il faisait très très chaud et elle est arrivée par une césarienne. C'était une belle journée. Ouais, j'en garde un très très bon souvenir. Pour le coup, ça s'est pas hyper bien passé. Enfin, j'ai eu du travail toute la journée et finalement, on a dû faire une césarienne alors que c'était pas prévu. Donc c'était pas le scénario idéal. J'en garde des souvenirs très doux. On a beaucoup rigolé avec mon conjoint, avec la sage-femme qui était là. Enfin, vraiment une petite bulle de douceur, quoi. Et je sais pas, un peu un moment hors du temps. Et je me rappelle avoir passé, je pense comme beaucoup, alors que j'étais épuisée et que j'aurais mieux fait de dormir, mais la nuit à regarder ma fille et à me dire, c'est incroyable, c'est moi qui ai fait ça. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin, ce truc un peu complètement délirant, quoi. C'était ça la surprise, l'émerveillement? Ouais, je sais pas, je pense en fait, c'est bizarre parce qu'on a 9 mois à se préparer, mais on n'est pas du tout prêt. Quand le truc arrive, on est quand même sur le cul, quoi. Enfin, c'est waouh, une tornade en pleine tronche et on s'y attend pas. Et on a beau nous en parler, nous préparer. Déjà, on s'attend. Enfin, moi, je me suis vraiment pris une vague d'amour dans la figure. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas forcément immédiat, mais moi, c'était vraiment immédiat. Donc, ça m'a choquée. Et après, tout ce que ça change. Pareil, on aurait pu m'en parler pendant des heures, me dire tout ce que ça impliquait dans ma vie, j'y aurais pas cru. Enfin, c'est difficile de se projeter tant qu'on n'a pas mis un pied dans la maternité. Et d'un coup, je trouve que c'est un changement. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire passer du côté obscur. Parce qu'il y a vraiment, je trouve, un avant et un après. Ouais. Tout notre rapport au monde change, tout notre prisme change, tout change. Et c'est un peu progressif parce que ça se fait pas les premiers mois. Mais là, je suis en bilan 2 ans et demi après et je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas changé dans ma vie, en fait? Tout vacille, quoi. Pour parler de l'avant, le désir d'enfant, il était évident, ça c'est venu au fil de l'eau par le couple ou est-ce que c'était pas une évidence? C'était pas vraiment une évidence, je m'interrogeais, je dis souvent que j'interrogeais un peu les quinquas autour de moi qui ont des enfants, en mode est-ce que eux ils ont aimé avoir des enfants, est-ce que ils le referaient s'ils auraient à nous, enfin voilà, un vrai retour d'expérience qui était pas forcément tout le temps positif, mais j'aimais bien en discuter avec des gens, donc j'étais pas certaine. Et en fait c'est quand j'ai rencontré mon mec que je me suis dit ok, avec lui j'aimerais construire une famille. Et je pense que c'est aussi beaucoup une histoire de personne
Je sais pas si j'aurais aimé avoir un enfant à tout prix, mais avoir un enfant avec la bonne personne, là, ça faisait sens. Et après, lui, quand on s'est mis quand j'ai dit, OK, lançons ce projet d'enfant, ça a mis, je crois, quasi 1 an et demi à arriver. Voilà. Okay. Donc, ouais, c'était un vrai désir. J'étais très heureuse le jour où elle est arrivée. Alors, tu racontes tout, effectivement, toutes ces surprises. Je l'ai dit, c'est très drôle, c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de t'avoir à notre micro. Je me demandais si le dessin avait pu t'aider à traverser ces premières semaines, ces premiers mois, à poser des mots ou des traits de crayon sur ce que tu vivais. Est-ce que c'était un peu un exutoire ou au contraire, est-ce que tu as complètement lâché tes crayons pendant quelques mois parce que tu n'avais absolument pas le temps de dessiner? C'était un exutoire. Mais ça l'est toujours. Oui, j'ai dessiné. Ça l'est toujours quand j'ai fait ma crise de la trentaine, et c'est pour ça que j'ai créé la trentaine TMTC. Je dessinais tous les jours au lieu d'aller voir un psy. Voilà, je dessinais. Donc c'était un exutoire. Quand je suis tombée enceinte, j'ai dessiné toute ma grossesse et c'est pour ça que j'avais fait ce livre. Enfin, c'est le matos que j'avais après pour le livre. Et pareil, quand elle est arrivée, j'ai voulu dessiner, mais là aussi plus pour me rappeler, noter tous ces souvenirs. Même, c'est trop drôle parce que maintenant, moi, je relis mon livre parfois, je le feuillette quand j'ai des invités ou des trucs comme ça pour en parler. Et c'est fou comme on oublie. On oublie les nuits sans sommeil, on oublie les cris de décharge, on oublie à quel point on en chiait, on oublie. Et du coup, c'est cool d'avoir gardé une trace. Et moi, j'en parle avec, j'en rigole, quoi. Et à l'époque, même quand je dormais pas, je dors toujours pas, mais j'avais beaucoup d'autodérision. Et c'est chouette de pouvoir se replonger dedans, en fait, dans la toute petite enfance. C'est vrai qu'on oublie, je pense. On oublie très très vite. Le cerveau est très bien fait. Sinon, on n'en aurait pas de deuxième, ou sinon, voilà, la planète serait plus peuplée, quoi. Alors, je me demandais, parce que du coup, tu as eu un deuxième enfant. J'aime bien interroger ce rapport entre, voilà, qu'est-ce qu'on vit au premier, qu'est-ce qu'on vit au deuxième. Est-ce que moi, je trouve que le changement après le deuxième est bouleversant et cataclysmique. Comment toi, tu l'as vécu, l'arrivée de ce deuxième enfant? Tu trouves que le changement après le deuxième est cataclysmique? Ouais. Moi, c'est plus le deuxième qui a été un. Mais bon, il y a deux écoles. Il y en a qui c'est dès le premier où. Mais je suis un peu mitigée parce que le premier, ça a été un vrai raz-de-marée pour moi. Parce que ça a vraiment changé ma manière d'être, de bosser. Je me suis posé beaucoup de questions de qui j'étais en tant que femme, de chercher un peu de crise identitaire. J'étais devenue la maman d'eux au début. J'avais beaucoup de mal à trouver ma place. Enfin voilà, il y avait beaucoup de questionnements pour le premier. Le deuxième, je trouvais que c'était plus fluide parce qu'en fait, je savais un peu déjà tout ce qui m'attendait et j'étais déjà, entre guillemets, devenue maman. J'avais déjà fait ce switch. Je partais plus en week-end à l'improviste tous les deux. Enfin voilà, il y avait déjà un changement qui avait été fait. Donc je trouvais que le premier était plus dur de manière identitaire. Par contre, le deuxième est clairement plus dur en termes de fatigue et de charge mentale. Et je trouve que, par exemple, en fait, quand on en a un et qu'on est deux parents, et ben on peut juste se dire, ok, ce soir, je vais aller au sport, est-ce que tu peux le garder? Et voilà. Et on a quand même pas mal de soupapes et de temps pour nous. Quand on en a deux, on devient vraiment une équipe logistique. Et c'est genre, ok, lequel tu gères ce soir? Le moment où il faut en gérer deux, ça devient vraiment compliqué. Surtout en petite enfance. Je pense après, c'est différent. Parce que toi, ils sont quand même rapprochés. Donc oui, là, t'en as deux ils ont qui sont dépendants. 19 mois d'écart. Ouais, c'est hardcore. Ces années-là, elles sont dures. On l'appelle vraiment le tunnel. Ah, c'est très, très dur. Et en fait, ce que je te disais avant, c'est que ma fille, elle a mis 1 an et demi à arriver. Donc, je m'étais dit, le deuxième, pareil, le temps que j'arrive à le concevoir, ça mettra plus d'1 an. Donc, j'ai arrêté le stérilet. Et non, ça a mis 1 mois. Et là, le papa, il a dit quoi? Il a dit ouais. Donc, en fait, j'avais pas prévu qu'ils soient aussi proches. C'est très bien. Ils vont mais effectivement, c'est dur. Le two under two, moi, je trouve que c'est hyper dur. Parce qu'en fait, j'ai 2 enfants en couche, 2 enfants qui prennent des bibles. Enfin, j'ai 2 bébés, quoi. Même s'il y a un grand bébé. Oui, j'ai fille et garçon, ouais. Comme moi. C'est trop chouette. Là, je vois le début de leur lien. Ça va être génial. Mais effectivement, le deuxième, en fait, j'en ai pas trop parlé sur Insta et tout, mais mon postpartum du deuxième était horrible. Pourquoi? Le postpartum du premier, très doux, une petite bulle. En plus, mon conjoint était là 1 mois et demi. Et le deuxième, je sais pas, j'ai eu une. En plus, c'est drôle, entre guillemets, c'est que je fais un peu des posts informatifs aussi. Et j'avais fait un post avec ma sage-femme sur la dépression postpartum. Donc, j'étais quand même relativement bien informée sur le fait que ça arrivait à 20% des femmes, qu'il pouvait y avoir tel et tel symptôme. Et en fait, j'ai quand même eu genre 1 mois de grosse descente, quoi. J'ai pas eu de problème de créer du lien avec mon enfant, mais des grosses crises d'anxiété. Par rapport à ce qu'il y avait à faire ou par rapport à ton rapport avec ton aîné? Ouais, en fait, je crois que j'ai voulu tout gérer de front, toute seule. Au début, je disais à mon mec, je fais les nuits, je gère. Je sais pas pourquoi. Alors qu'on devait faire 1 nuit sur 2. Et en plus, j'allaite pas, donc il y avait pas de raison. Enfin, en fait, j'ai voulu faire Superwoman. Et d'un coup, je crois que de fatigue, je me suis effondrée. Ouais. Donc, je me rappelle que mon mec m'a laissé faire 2 nuits complètes seule pour me retaper un peu. Mais vraiment, une grosse anxiété et l'impression de pas être dans mes pompes
pendant un bon mois. J'ai des souvenirs très vagues de cette période. Ouais. Et c'était entre guillemets drôle parce que j'étais informée et du coup j'ai direct repris contact avec mon psy, discuté avec ma sage-femme, j'ai même fait de l'hypnose. Enfin, j'ai fait des choses pour pas m'enfoncer, dormi. Enfin, voilà, je me suis occupée de ma santé. J'ai fait énormément et ça, je recommande pour les gens qui ont un postpartum qui se passe pas méga bien. J'ai fait beaucoup de peau à peau et ça, c'était trop bien. C'est hyper apaisant pour la maman et le bébé, c'est tout ce qu'il lui faut aussi pour créer du lien. Et ça permet de créer du lien les deux. Enfin, franchement, c'était génial pour tout le monde, hyper bénéfique, quoi. Donc voilà, je dirais quand même le deuxième était ouais, c'est difficile, mais le premier, c'est beaucoup de changements identitaires. Justement, tu parlais d'identité, de ton changement de vie pro. Comment t'es devenue illustratrice? Depuis quand c'est ton activité principale? Est-ce que ça l'a toujours été? Pas du tout. Je bossais en marketing avant. J'étais chef de prod en grande conso. Et puis j'ai fait ma petite crise de la trentaine. Du coup, j'ai tout quitté. Je suis partie au Costa Rica devenir prof de plongée. Donc vraiment rien à voir. Trop bien. Et je m'étais dit à ce moment-là, justement, ce que je disais, c'est qu'au lieu d'aller voir un psy, je vais faire un petit dessin par jour. Et puis pour le fun, je vais le mettre sur Insta. Et après, je me suis un peu prise au jeu. Et avec le Covid, en fait, c'est là que ça a pris. Ça a T'avais pris. toujours dessiné? Pas du tout. Enfin, tu sais, je gribouillais en réunion, quoi. Okay. Après, si tu regardes mes dessins, ils sont globalement, c'est un trait assez naïf et simpliste. C'est juste que comme j'ai fait du marketing. T'avais quand même un don. Non, honnêtement, c'est pas hyper. Enfin, vous regarderez sur Instagram, je dessine pas non plus super. C'est très simple, c'est hyper simplifié, simple, voilà. Je suis incapable de faire ça. Mais par contre, j'ai fait du market et du coup, par contre, j'ai la capacité, grâce au market, je pense, de faire passer plusieurs messages, enfin un message simple en une image, tu vois. Oui, ça, c'est plus ça ma force. Et elles disent beaucoup de choses, tes images. Ouais, c'est gentil. Mais en très peu de traits. Tu vois, j'ai pas la prétention de dire que je dessine hyper bien. Par exemple, comme Agathe Sorlet, que tu as reçu, qui fait des hyper beaux dessins. Mais par contre, j'arrive à faire passer un message rapidement. Oui, d'accord. Et donc, petite, tu dessinais quand même? Il y a quelque chose comme ça? Pas trop. Pas trop? Pas trop. Ok, donc non, mais par contre, j'ai toujours inventé des histoires. Non, j'ai toujours eu de la créativité, mais pas trop le dessin. Non. T'aimes faire passer des messages? Ouais, ça, j'adore. Ah, c'est chouette. Ça, et donc, depuis quand c'est devenu ton activité principale? À peu près depuis le Covid. J'ai écrit mon premier livre sur la trentaine et puis la parentalité m'a hyper inspirée. Donc, je me suis dit, il y a trop un compte alternatif à faire sur la daronie. Et je me suis pas trompée parce que c'est une source d'inspi, mais quotidienne. Et c'est trop cool quand. Bon, désolée, en ce moment, je dors pas parce qu'effectivement, j'ai un deuxième qui fait ses dents, une première qui fait la régression des 2 ans. Je connaissais pas, c'est merveilleux. Le début des cauchemars et tout. Ah, c'est trop bien. Du coup, j'ai les deux cumulés. Donc, vraiment trop chouette, je vous recommande. Et en fait, c'est trop cool d'avoir. J'ai 100 000 abonnés, quasi 100 000 personnes où il y en a plein qui vivent la même chose que toi. Et il y en a plein qui galèrent comme toi. Et en fait, on peut en rire ensemble. Et ça change tout. On parle beaucoup de il faut un village pour élever un enfant. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a très peu de villages. Parce que, par exemple, moi, ma famille, elle a 8000 km, ils sont aux Antilles. Les amis, ils sont splittés partout en France parce qu'avant, on était à Paris et maintenant, tout le monde est retourné Enfin, voilà. Et du coup, on a très peu de vraiment villages. Et je trouve que on peut critiquer les réseaux et leur reprocher plein de choses. Ça recrée quand même des formes de villages. Autrement, c'est des gens qui sont éloignés, mais voilà, je trouve qu'il y a un peu de la bienveillance et du côté, on est ensemble et on galère ensemble. Et ça, je trouve ça chouette. Et c'est vrai que sur les sujets de maternité, il y a beaucoup de bienveillance. Ouais, c'est trop bien. Je voulais revenir sur tes accouchements. Ouais. Est-ce que tu les as partagés sur Instagram? Et est-ce que pour le deuxième, tu as finalement accouché par voie basse? Ou est-ce que là aussi, il y a eu une césarienne d'urgence? Est-ce que tu peux me raconter? Ouais, je peux te raconter. Mon deuxième accouchement, il est assez rocambolesque. Première grossesse, nickel. J'étais au sport jusqu'à la veille. Enfin, vraiment, j'étais au top de ma forme. Finalement, ça a été césarienne, mais bon, c'est juste parce que le bébé était pas hyper bien placé et s'engageait pas. Donc, enfin, rien de voilà. Et deuxième grossesse, beaucoup moins fun. En fait, j'ai eu ça s'appelle un placenta prévia. Donc, en fait, tu as le placenta qui est situé. Enfin, en fait, il n'y a pas de sortie pour le bébé. Exact. Donc, quoi qu'il arrive, tu es obligé d'avoir une césarienne parce qu'il n'y a pas de sortie de secours. L'enfant est obligé on est obligé de lui créer une sortie. Et du coup, ça fait aussi que pendant 4-5 mois, j'ai été confinée à la maison parce que tout exercice physique, incluant porter sa petite fille de 1 an et demi, peut provoquer des contractions du col de l'utérus et du coup des saignements, placenta qui saigne, et du coup c'est bon pour personne. Donc pour éviter des hospices, j'ai été une fois hospitalisée 3-4 jours, mais j'ai eu de la chance, après j'étais super sage, donc après il y en a où même si elles sont super sages, elles sont quand même réhospitalisées, mais en tout cas moi ça s'est bien placé, mais j'ai été confinée à la maison pendant 4 mois, donc c'était pas hyper fun. Heureusement j'ai pu faire plein de dessins, plein de posts, ouais, j'ai grave compensé avec le travail. Du coup voilà, j'étais confinée, et du coup quand le jour, en fait il y avait une césarienne programmée d'avance, 2 semaines avant, pour qu'ils sortent. Sauf que 1 mois avant le terme, donc 2 semaines avant la césarienne programmée, il y a un moment, c'était trop drôle. C'était le jour où j'ai décidé que c'était le début de mon congé mat. Donc j'ai envoyé mes derniers mails le matin. Je suis allée à la poste, j'ai posté mes derniers trucs et je me suis dit, ok, maintenant il fait beau. C'était un jour d'avril. Il fait beau, je suis en congé mat, il me reste 2 semaines. Est-ce que j'irais pas en terrasse pour lire un peu et bouquiner? Je voulais couper d'Insta. Et là, je vais en voiture vers ce lieu où je voulais bouquiner en terrasse. Et en fait, je commence à saigner. Donc je me dis, ok,
la journée va pas se passer comme prévu. Donc, j'ai pas paniqué parce que je savais que ça pouvait arriver. Mon conjoint a un métier où il voyage pas mal. Et il était à l'autre bout de l'Europe pour rendre ça plus fun. Tout va bien. Voilà. Mais du coup, comme on savait que ça risquait d'arriver et que je pouvais plus vraiment m'occuper de la petite toute seule parce que je pouvais pas la soulever, j'avais tout le temps quelqu'un qui était un peu de garde avec moi. D'accord. Donc, quand mon mec partait 2 jours, mes beaux-parents venaient 2 jours, ou ma mère est venue pendant quelques temps. Enfin, il y avait tout le temps quelqu'un et les gens se sont relayés. C'était trop mignon. Et ce jour-là, c'était mes beaux-parents qui étaient de mission, mais ils bossaient. Donc, j'ai appelé ma belle-mère, j'ai appelé mon beau-père, j'ai appelé mon beau-père encore. Après, j'ai appelé une pote, comme par hasard, elle était pas là, elle bossait en vrai, alors que d'habitude, elle est toujours en distanciel. J'ai appelé une voisine qui est tout le temps là, elle était pas. Enfin bref. Et au 5e appel, je commence un peu à me dire, parce que je me dis, est-ce que j'y vais toute seule à l'hôpital, mais en même temps, si je continue à saigner beaucoup et que enfin, c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois. Je sais pas combien de sang je vais perdre et dans quel état je vais arriver à l'hôpital. Et du coup, ma belle-mère me répond enfin. Elle me dit, je viens te chercher, prépare tes affaires. Elle arrive et en fait, on a été à l'hôpital et c'est avec ma belle-mère que j'ai accouché de mon 2e bébé. C'est avec elle que j'ai fait la césarienne, qui m'a tenu la main pendant la césarienne. Tu t'entends bien avec elle ? Elle est adorable. On n'est pas hyper proches comme ça. Donc, mais elle était géniale parce qu'elle n'a pas paniqué dans la voiture. Enfin, elle était vraiment tout ce qu'on veut d'une personne dans cette situation. Pas paniquer, être là. J'ai dit, OK, est-ce que j'informe maintenant mon copain ? Elle m'a dit, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on attende d'arriver à l'hôpital. Comme ça, on a un assessment de la situation et on l'appelle sans paniquer. Je dis, OK, on fait ça. Et du coup, c'est trop mignon. C'est ma belle-mère qui a fait le pot à pot avec le bébé. Parce qu'en fait, quand tu es en césarienne, c'est pas toi qui fais le pot à pot parce que tu te fais joyeusement recoudre pendant quelques minutes. Et du coup, c'est elle qui a chanté des berceuses à mon bébé pendant ses premières minutes de vie. C'est trop mignon. Quand je suis arrivée en salle de réveil et que je les ai vus, elle était trop chou parce que la première chose qu'elle m'a dit, c'est si j'avais su que je finirais en soutien-gorge à l'hôpital aujourd'hui, j'aurais mis un autre soutien-gorge. Ça, c'est un truc de maman d'avoir C'était des trop beaux mignon, j'étais là. pour les médecins. Mais personne voit votre soutien-gorge, Christine. Fallait être cachée derrière une blouse en plus. Mais c'était trop mignon. Donc et voilà. son fils est arrivé quand ? Donc j'ai accouché à 14h. Finalement, ça s'est bien. En fait, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai arrêté de saigner. Donc c'était même pas en urgence, mais ils m'ont dit, en gros, maintenant la situation est stabilisée, tout le monde est dispo, donc si vous voulez, on peut y aller maintenant au lieu de. Voilà, j'ai dit, on peut pas attendre mon conjoint. Ils ont dit, si on attend et que ça se dégrade, c'est pas. Voilà. Donc on y allait sans lui. Et donc il est arrivé longtemps après, il est arrivé à minuit parce qu'il était vraiment à l'autre bout de l'Europe et il a dû prendre 2 vols pour revenir. Je pense qu'il était dans tous ses états, le pauvre. Il était pas trop déçu. Et si, je pense qu'il était déçu. Honnêtement, son métier est ailleurs. Donc on savait que ça faisait partie des risques. Il a eu la chance d'être là pour la première, entre guillemets. Voilà, on savait que ça fait partie des risques. C'est toujours pas très fun, mais l'histoire est quand même trop chou. Ouais. Alors, dans ton livre, c'est des scènes universelles que tu dépeins. Oui. La fatigue, la tétine qui tombe, le cou qui craque. Tu dirais que ce livre, tu l'as fait pour toi, comme exutoire, justement, on en parlait, ou pour les autres ? Est-ce que tu as eu ce besoin de transmettre ou de partager, justement, avant d'oublier ? Alors, la première chose, c'est que quand moi, j'étais enceinte, j'allais à la Fnac pour chercher un bouquin. Et j'ai rien trouvé qui me plaisait, qui me faisait rire, qui me ressemblait. Oui, mais c'était très instructif. Il y avait rien qui me détendait, qui m'apprenait des choses mais en me faisant rire. Enfin, j'ai pas trouvé quelque chose qui me correspondait. Donc je me suis dit je vais l'écrire. Puis, tu sais, avec le T2, on a une puissance créative folle. Donc j'ai commencé à écrire alors que j'aurais mieux fait de préparer une fusée. Voilà, exactement. J'étais au top. Et donc j'ai tout noté. Et en fait, j'ai voulu le rendre hyper universel parce que dans le livre, il y a ma grossesse et mes premiers mois, parce qu'en fait, ça part du T1 jusqu'à peu près aux 6 mois du bébé. Mais j'ai voulu rendre ça universel et du coup j'ai pris plein de témoignages de gens et du coup il y a aussi toutes les vies de merde et les nuits compliquées et les histoires trop drôles et les envies de plein de gens de ta communauté, exactement, de tous mes followers. Et du coup c'est ce qui rend ça plus universel, c'est que c'est pas juste ma grossesse, c'est plein de grossesses. Et il y en a qui se sont reconnus. Ouais, carrément, il y en a qui savent que c'est leur témoignage à eux, mais c'est fait pour être universel et c'est chouette que ça parle à plein de gens. Alors c'est vrai que c'est drôle et c'est aussi très juste, même quand tu parles de choses plus douloureuses et de choses qui sont dures à vivre quand même, faut le dire. On en rit, mais bon, la fatigue, c'est pas rien. Est-ce que toi, tu dirais que ça t'a rendu plus vulnérable d'être maman ou au contraire plus puissante et plus confiante en toi-même ? Les deux. Plus vulnérable avec les enfants. Et puis là, tu vois, tu me parles de mon accouchement. En 2 secondes, j'ai les larmes aux yeux. Enfin, c'est clairement des trucs avant, j'aurais pas eu les larmes aux yeux aussi rapidement, aussi facilement. Par contre, plus puissante, j'ai moins le temps de me soucier de petits conflits, de petites choses. Enfin, en fait, je fais mes choses. Je suis un peu en mode bulldozer. Ma priorité absolue, c'est mes enfants. Après le taf, je vais chercher mes enfants. Mes week-ends, c'est... Enfin, voilà. Et du coup, surtout dans le travail, je sais ce que je veux, je fonce. Et puis, je me prends pas la tête avec des broutilles, en fait. Parce que j'ai plus le temps. Avant, ça aurait été ton genre. Ouais, oui, avant, j'aurais réfléchi les trucs 10 fois. Est-ce que je dis ça ? Est-ce que je dis ça ? Non, maintenant, c'est vraiment plus en mode efficacité. La personne interprète, on va à l'essentiel. J'ai pas le temps de faire plus. Enfin, j'ai envie de faire plein de projets et tout, mais mes journées sont limitées par mes enfants. Avant, je bossais le soir, je bossais le week-end quand j'avais. En fait, je bossais quand j'avais l'inspi, tu vois. Des fois, c'était dans mon bain un dimanche à 23h. Là, un dimanche à 23h, si j'arrive à dormir, je dors.
Donc ça change quand même pas mal l'orga. Mais du coup, je trouve quand même une puissance de la maternité. L'inspiration, justement, comment ça vient une planche ou un dessin, c'est une réflexion que tu te fais et tout de suite, tu as une image de crayonné et de phrase qui vient, ou c'est quoi? Ça vient dans quel ordre? Alors, soit c'est une situation que je vis et tout de suite, je me dis, ah ok, il faut que j'ai l'image du dessin, il faut que je le note. Par exemple, c'est le dessin d'abord? Ouais, des petits dessins. Et après, des fois, je me prends 2 heures dans un café et j'essaie de me rappeler les trucs qui sont passés cette semaine. Ou comme je te dis, j'aime pas dessiner que sur moi. Donc des fois, je me dis, ah, qu'est-ce que mes potes qui ont des enfants vivent en ce moment? Et j'essaye de plus en faire des... C'est pas sur mes potes. Mais tu vois, après, je tire le fil et j'en fais un portrait un peu plus global. Et voilà. Mais en général, c'est le dessin qui me vient en premier, ouais. Il t'arrive de prendre des notes, de recopier des phrases? Ouais. Des fois, j'ai un pote qui dit un truc, je lui dis, attends, excuse-moi 2 secondes, je le note parce que, tu sais, j'ai un petit Google Keep. Et je garde des citations où je me dis, ah là, il y a du matos, ça m'inspirera plus tard. Keep, c'est mieux qu'une note iPhone? Pourquoi? Parce que je peux aussi l'utiliser sur ma tablette et Google Keep, tu peux un peu dessiner dedans. Qu'une note iPhone, tu peux pas dessiner. En fait, j'ai un petit téléphone où j'ai un stylet. Et du coup, en déplacement aussi, je peux gribouiller vite fait un truc. Et tout est gardé au même endroit, sur l'ordi, sur machin. Ouais, tu peux le faire sur Insta. Ok. Donc ça peut aller très vite. Oui, ça peut aller super vite. Ouais. J'adore, des éclats d'inspiration. Ouais, souvent, moi, un post, ça peut me mettre 10 minutes. Je suis assez rapide. Après, je peux avoir 0 inspi pendant 3 semaines. Ça peut être le désert, ça dépend. Mais du coup, c'est dur à te dire, ok, tel jour, je vais bosser de telle heure à telle heure. Parce qu'en fait, des fois, tel jour, t'as juste rien à dire. Et après, t'as d'autres jours où je suis capable de te pondre 10 dessins par heure. C'est vraiment hyper variable. Tu disais que tu dors pas, justement. Comment tu gères cette fatigue, du coup? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu dis je vais plus jamais réussir à dessiner tellement je suis fatiguée? Il y a des matins tu te dis je peux jamais réussir à bosser tout court. Enfin, je sais pas comment les gens font. Tu fais quoi dans ces cas-là? Tu retournes te coucher? Non. Alors moi je bosse de la maison, donc souvent je m'autorise une sieste, le déj. Et puis ça m'est déjà arrivé des jours où c'était tellement dur que je me suis dit ok, je lâche l'affaire, je bosse pas aujourd'hui. Tant pis. Tu sais, j'ai fait des petits trucs admin, j'en ai profité pour ranger ma maison, pour aller faire des courses. Enfin. Donc c'est pas rien. Oui, non, je fais pas rien. Bah, je get shit done. Bah, c'est difficile quand t'as 2 enfants de vraiment rien t'autoriser à rien faire. Il faut pas hésiter à parfois le faire. Ouais, c'est une bonne idée de prendre des RTT. Tant pis, ça attendra le reste. Mais par contre, je suis ok pour lâcher une journée de travail quand vraiment j'arrive pas. Des fois, c'est pas la peine en fait. Des fois, quand t'es reposé, tu peux être super productive en 2 heures et parfois bosser 9 heures et arriver à rien. Je me demandais si tu pouvais glisser une bulle dans la tête d'une jeune mère qui vient d'accoucher aujourd'hui, t'écrirais quoi dedans? Ah, pas les phrases horribles que tout le monde te dit, mais en fait qui sont très vraies. C'est terrible, hein. Tout le monde te dit profite, ça passe trop vite, mais c'est trop vrai. Mais c'est horrible, t'as pas du tout envie d'entendre ça, mais c'est trop vrai. Tout le monde te dit ça, tout passe, t'as pas du tout envie d'entendre ça, mais c'est trop vrai. Non, je sais pas, je lui dirais félicitations, c'est incroyable ce qu'elle vient d'accomplir. Lui rappeler les côtés positifs, parce que même si c'est dur, c'est incroyable quoi. Tout à l'heure, je vais interviewer une jeune maman, mais quand tu y penses, en fait, moi, ça me rend toujours dingue de se dire qu'il y a 2 mois, le bébé était dans son ventre, quoi. Enfin, c'est fou ce que la nature est capable de faire. Et voilà. Je trouve que incroyable. Ça avait beau être dur. Quand on voyait notre bébé, on était là, waouh, c'est dingue. Ce que la nature fait, ce qu'on a accompli, c'est dingue. Merci Jessica. Je rappelle le nom de cette BD que vous pouvez vous offrir ou offrir à toutes les futures et jeunes mamans que vous croisez, et les papas évidemment. C'est de Jessica Fauveau, Bienvenue en Daronie, et c'est paru chez Albin Michel. Merci. Merci. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.